OK. OK, bon, je dis rien. Tu bien raison. Et cette petite musique d'ascenseur qui s'arrête un petit peu toute seule, comme ça, tout d'un coup. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On est au coin du feu, et oui, c'est le mois de novembre, on a envie de se pelotonner tranquillement devant un bon feu de cheminée, et surtout, eh bien, de souhaiter la bienvenue aux petits nouveaux, à la petite nouvelle de les Outsiders TV. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la Bonnette, c'est notre nouveau rendez-vous, c'est votre nouveau rendez-vous sur les Outsiders TV, un format un peu plus tranquille, on sera un petit peu moins dans l'actu, on sera un petit peu moins, on va dire, dans l'instantanéité, on va prendre du recul, on va discuter tranquillement, on va recevoir des athlètes de tout sport, de tous horizons, qui vont venir nous parler bien de leur parcours, de leur carrière, de, eh bien, du pourquoi ils pratiquent ce sport, de ce qu'est leurs objectifs. Je n'arrive pas à parler. Tout va très bien. Cette première commence magnifiquement. On va discuter avec eux de sport, de leur sport, mais de sport en général. Et eh bien, on espère que ça va vous plaire. On espère que vous serez nombreux pour eh bien, venir poser vos questions à nos invités. Et notre premier invité pour commencer, eh bien, on a de la chance parce qu'on a un médaillé de bronze, tout simplement, euh, en flag foot, un médaillé de bronze, un membre de l'équipe de France. Pardonnez et pardonnez-nous, c'est plutôt pas mal. C'est Vincent Lemoine qui est avec moi ce soir. Bonsoir Vincent, comment ça va? Bonsoir, bonsoir à tous, ça va super. Merci de m'accueillir sur ce podcast. Ben, merci à toi surtout d'être le cobaye. Voilà, j'ai peur malheureusement que tu n'essuies les plâtres de cette émission, à savoir les questions approximatives, le quiz méchant et des questions où tu peux te fâcher avec d'autres personnes, parfois de ton équipe d'ailleurs. Voilà, c'est le but, c'est ça. Non, évidemment, on va être relativement soft. On va avoir trois parties ensemble. Mon cher Vincent, on va discuter, bien je le disais, de ton parcours, de ta carrière. On va évidemment revenir sur l'Euro de Flag qu'on a vécu il y a un mois sur les Outsiders TV, d'où vous avez
Vous êtes allé chercher cette magnifique médaille de bronze. Et puis, on ira un petit peu plus loin derrière. On partira un petit peu dans le futur, puisque dans 3 ans, il y a une certaine compétition qui donne envie à peu près 182% des athlètes du monde entier, à savoir les Jeux Olympiques. Évidemment que c'est quelque chose que tu espères bien évidemment faire. Est-ce que tu es prêt? Oui, ouais, je suis prêt à être le premier à essuyer les plâtres et, et à le faire avec toi. Let's go. Après, dans un sens, t'es un petit peu un précurseur aussi sur le flag parce que on entre directement dans le vif du sujet. Tu as commencé le flag en 2011, donc il y a de ça déjà quasiment 15 ans. À 20 ans, tu découvres le flag en même temps que le foot. Tout simplement, première question, comment t'en arrives à 20 piges à te lancer dans le foot US et par la même occasion aussi dans le flag? C'est vrai que c'est assez original de commencer un sport aussi tard. Euh, j'ai découvert l'univers du football américain, du flag, à travers un voyage que j'ai fait aux États-Unis. Mon père était militaire, donc il a été muté en Floride, il y a pire. C'est vrai. En fait, mon frère a rejoint un lycée américain sur place. Et ma mère lui avait toujours dit, tu peux faire n'importe quel sport aux États-Unis, mais sauf du football américain. Donc il a commencé à faire du soccer. Et au bout de 6 mois, il est revenu à la maison en disant, bah, maman, je me suis inscrit dans l'équipe de football. Euh, avec mes parents, on allait voir ses matchs tous les vendredis soirs, le fameux Friday Night Light. Et c'est comme ça qu'on est tombé amoureux de ce sport. Et voilà, quelques années après, 2 ans après, en rentrant en France, je me suis dit, il faut à tout prix que je fasse ce sport. Mon frère voulait également faire ce sport en rentrant en France, donc c'était l'opportunité de jouer ensemble. Et c'est comme ça que l'aventure a démarré. Une aventure qui va commencer à Paris. D'ailleurs, alors t'as pas joué que à Paris. On va montrer à l'image ton CV et tes différentes équipes. Tu commences au Dragon de Paris. Euh, Exa- ouais. tu es passé par les Élans de Québec. J'allais dire, tu n'as joué quasiment que en région parisienne, mais tu as joué aussi un petit peu au Canada. On aura l'occasion d'en reparler, bien sûr. Tu es retourné au Dragon. Tu es passé par le Flèche de la Courneuve, donc l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur club de France au niveau foot US. Aujourd'hui, tu joues pour les Juggernauts de Paris, uniquement en flag. Et tu es passé par les Musketeers, donc la franchise professionnelle, la franchise de l'European League of Football, la compétition qui a désormais 3 ou 4 ans. Donc tu as connu un petit peu tous les univers quasiment du foot US en France. À quoi ça ressemblait le foot US en 2011? Alors, c'était un peu différent entre le début au Dragon de Paris et les Mousquetaires. Quand on a démarré au Dragon de Paris, c'était une équipe qui venait de se créer, donc on était dans la plus basse des divisions. Donc c'est vrai qu'il n'y avait pas énormément de monde qui venait nous voir au match. On jouait sur des terrains pas forcément tracés, donc c'était avec des plots, etc. Donc c'était vraiment pour l'amour du sport. Mais au final, la passion, c'était la même. Ça a toujours été la même envie de jouer, la même envie de faire ce sport, etc. Donc, un début, voilà, dans le 15e, au Dragon de Paris pendant plusieurs années. La chance de pouvoir faire un échange universitaire et de rejoindre mon frère à Montréal, à Québec, pardon, puisque lui était parti jouer en universitaire à l'université Laval. Et on a eu l'opportunité, voilà, de faire cette petite saison ensemble dans une ligue qui s'appelle la LFQ euh, et, euh, et de pouvoir jouer au Québec. Et puis après, le retour en France, quelques années encore au Dragon. Un déménagement, donc j'étais plus dans le nord de Paris, qui m'a, après le Covid, poussé à rejoindre le Flash de la Courneuve, où j'ai vécu des super années en division élite. Et donc là, il y avait déjà une belle différence dans l'organisation en passant en division élite avec des déplacements, jouer la Coupe d'Europe, etc. Et la chance après de pouvoir rejoindre effectivement la franchise ELF des Mousquetaires de Paris, en parallèle justement de passage en équipe de France en flag. Donc une variété de niveaux et d'opportunités, mais toujours avec la même envie, la même passion pour le sport. Ça c'est quand même fou parce que vraiment on a un
un joueur qui débute sa carrière à 20 ans et qui a connu quasiment tout, et notamment l'équipe de France. Ça a donné quoi ses premières sorties en flag, ses premières sorties en foot US? Enfin, est-ce que ça a matché tout de suite ou il t'a fallu un petit temps quand même d'adaptation, c'est peut-être pas le bon terme, mais si, peut-être d'adaptation par rapport à l'univers du jeu, par rapport évidemment à tout ce qui est règles, etc. Enfin, c'est pas un sport qui est facile à comprendre de prime abord. Est-ce que tout de suite ça t'a plu parce que t'avais kiffé ça en regardant ton frère, ou il y a eu quand même une certaine, un certain temps, ouais. Euh, ça me plaisait parce qu'effectivement, j'avais commencé à appréhender un petit peu les règles en regardant la télé, en regardant mon frère. Donc, tout cet aspect-là, je le maîtrisais pas, mais disons que j'avais déjà un petit peu un bon aperçu. Mais le début des entraînements, ça a vraiment été quand même une découverte de ce sport. C'est là où tu te dis, wow, dans quoi je me suis embarqué? C'était pas comme ça à la télé. Mais, en fait, il y a eu effectivement les premières années où tu découvres ce sport, tu vois la différence de niveau. Tu penses arriver en te disant, bah, j'ai un passé un peu sportif, donc je vais l'utiliser, mais au final, c'est assez spécifique par rapport à tous les sports que j'ai pu faire, par rapport au tennis, au foot classique, au soccer. Donc il y a eu vraiment un petit début d'apprentissage qui a duré quand même quelques années euh, avant de pouvoir justement être totalement à l'aise et pouvoir maîtriser un petit peu toute la globalité du sport. Et quand tu débutes, du coup, est-ce que il y a dans un coin de ta tête le fait que tu pourrais peut-être jouer en équipe de France? Je parle même pas de JO, je parle juste de disputer des matchs sous la bannière de l'équipe de France, en flag ou en foot US d'ailleurs, hein, n'importe lequel. Est-ce qu'il y a un moment où c'est arrivé au bout de quelques temps, ou est-ce que très vite tu t'es dit, bah, le niveau il est ce qu'il est, peut-être que. Quand j'ai démarré, j'étais pas du tout dans cette optique. J'étais vraiment dans l'idée de pouvoir jouer avec mon frère, passer du temps avec lui, être sur le terrain, voilà, gagner des matchs ensemble. Donc j'avais pas vraiment cette chose-là en tête. Et puis je démarrais dans un club en division 4, donc ça aurait été un peu présomptueux de ma part de me dire que je pouvais rivaliser directement C'est pas faux. avec les meilleurs joueurs français. Et en fait, ça s'est venu petit à petit. J'ai découvert le flag, voilà, aux années Dragon, et pour moi, c'était un bon complément avec le football américain. C'était un sport où je pouvais bénéficier de tout ce que j'avais appris et en même temps me développer parce que c'est un sport à part entière. Et c'est vraiment c'est c'est quelques discussions, quelques messages, des personnes qui m'ont dit voilà que j'avais des capacités, qu'elle trouvait que je pouvais aller plus loin, que ce soit des joueurs, des coachs. Et après, c'est vraiment après le Covid, où en fait, j'ai eu la chance de pouvoir participer à des stages de sélection équipe de France, de flag, que ça se passe bien, que je rejoins le Flash de la Courneuve, euh, que ça se passe très bien également. Et c'est vraiment à cette période-là où je me dis, mais en fait, c'est peut-être possible, peut-être qu'il y a quelque chose après, peut-être que je peux aller plus loin que ce que je pensais quand j'ai démarré ce sport. Et en fait, à chaque fois, je me posais pas la question de viser quoi que ce soit, mais je me disais à chaque fois que j'allais à l'entraînement, à chaque fois que j'avais un match, sois le meilleur, travaille dur. Et je pense que c'est ça qui, petit à petit, m'a permis de franchir les étapes sans me brûler les ailes. Ah, c'est assez sympa de voir que en fait t'as grandi et t'as gravi les échelons un petit peu à la manière dont t'as gravi le flag, les échelons déjà même au sein même de la Fédé, parce que je suppose que le flag a pas toujours eu cette place-là. Et puis évidemment en France, bien sûr. Et est-ce que quand tu démarres le foot, est-ce que tu t'inspires d'un joueur? Est-ce qu'il y a un joueur qui potentiellement t'a inspiré quand tu as commencé à jouer? Quand j'ai démarré le football américain, les joueurs qui m'inspiraient, les joueurs en fait du lycée de mon frère. Il y avait des très très bons joueurs qui ont été signés après en universitaire et certains sont allés en NFL. Et c'était vraiment, en fait, pour moi, c'était mes premiers repères.
Donc c'était des joueurs que j'avais pu observer et je m'étais dit, tiens, si j'arrive à avoir ce niveau-là, ce serait déjà super. Et après, quelques joueurs que j'ai regardés forcément en regardant la NFL, puisque à Tampa, j'étais à Tampa, il y avait une équipe, il y a une équipe, les Buccaneers. Mhm. Et donc pareil, je regardais ces joueurs-là et je me disais, tiens, c'est des joueurs qui m'inspirent. Donc à l'époque, j'ai démarré QB, mais j'avais pas mal déjà, j'hésitais à être DB aussi. Donc c'est un peu ces premières inspirations, voilà, elles venaient de mes premières observations. Tant pas, on va en reparler hein, d'ici la fin de l'émission parce qu'il y a un truc pas mal qui se prépare. Pour Tu parles justement de ton début de quarterback. Est-ce que ça t'aide au quotidien dans ton travail défensif, puisque tu fais partie de l'équipe défensive, que ce soit en flag, que ce soit en foot US? C'est quelque chose qui t'apporte une donnée supplémentaire ou ça change pas forcément fondamentalement la donne? Je pense que ça m'aide. En fait, c'est super intéressant d'avoir commencé par l'attaque. Euh, Tout ce que j'ai pu apprendre en quarterback, ça m'a vraiment développé la compréhension d'un système offensif. En tant que quarterback, tu vas chercher à comprendre et à retenir tout ce que tes coéquipiers font autour de toi, que ce soit au flag ou au football américain, pour essayer voilà, bah, d'être maître justement de ce qui va se passer en attaque sur le terrain. Donc c'est extrêmement intéressant pour comprendre les clés de lecture que tu vas avoir, enfin, les clés de lecture justement du quarterback, comment il prend sa décision pour lancer la balle, quels sont les concepts offensifs qui sont lancés, pourquoi tel receveur court tel tracé à cet endroit-là. Et tout ça, c'est dans le but justement de mettre en défaut la défense. Et donc, une fois que tu fais après le passage en défense, bah forcément, ça va t'aider. Tu vas essayer, tu vas reconnaître des déplacements. Et donc, quand les attaquants, les receveurs, ils vont commencer à se déplacer sur le terrain et à prendre une première décision, tu te doutes que s'il va dans cette direction, c'est pour une raison euh, bien précise parce que ça s'inscrit dans un concept offensif. Et donc forcément, avoir eu la chance de pratiquer en tant que quarterback dans un premier temps, aujourd'hui ça m'aide en tant que défenseur à mieux comprendre les concepts offensifs, les patterns qui sont mis en place quand les receveurs se déplacent, quand les joueurs offensifs se déplacent. Donc c'est clairement un atout. J'ai l'impression d'entendre mon coach en U15 qui m'a fait passer d'attaquant à latéral. Vraiment, j'ai entendu le même discours. Bon, presque. Ouais, mais moi, je suis pas en équipe de France, comme quoi, hein. Euh, on continue d'égrener justement tes débuts dans le flag et dans le foot US. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais tu as quand même un CV qui est assez phénoménal. Je vous disais, tu as été champion de France avec le Flash en foot US, tu as gagné la D1. Vous avez été troisième de la Coupe d'Europe la même année. Tu as terminé médaillé de bronze aussi avec les Musketeers de l'ELF en 2023. J'ai mis aussi cette place de vice-champion de France en D3 en 2018 avec les Dragons. C'est une position. Et puis, on aura l'occasion d'y revenir, mais en flag, les résultats sont plutôt très bons avec un titre à l'USA Flag Championship, et on y reviendra encore, je le disais, au Sport Monda en 2024, et puis évidemment cette médaille de bronze sur l'Euro 2025. On aura l'occasion d'évoquer tout ça. Euh, Tu dis que ça vient petit à petit, cette idée de gravir les échelons, d'intégrer l'équipe de France, etc. Mais à côté de ça, bah, tu fais tes études, aujourd'hui même tu as ton travail. Comment on concilie le sport de haut niveau, et même de plus en plus haut, à bah, sa carrière à côté d'étudiant, d'employé, etc. On s'organise, ça demande une organisation. Régulièrement, j'imprime des calendriers où je note un peu tout à la main, quels sont mes week-ends d'entraînement, de matchs, etc. Quand j'ai commencé le foot américain, le football américain et le flag, j'étais effectivement étudiant. Donc pour moi, c'était obligatoire de faire du sport euh, pour, un, relâcher la pression et me dépenser en fait, parce que être assis en cours pendant de longues heures, ça peut être difficile. Donc ça me faisait du bien justement de sortir, etc. Et maintenant que je suis employé, bah, ça demande un peu d'organisation. J'ai pas beaucoup de soirées disponibles. Donc forcément, ça impacte mes amis, ma famille, qui,
qui aimerait me voir un peu plus souvent, j'imagine. Mais bon, après, c'est des sacrifices, c'est des choses que on fait par passion et par besoin aussi. Au final, le sport, ça devient vraiment quelque chose que j'ai besoin de faire régulièrement. Ça me procure une bonne sensation. Mais donc forcément, ouais, il faut s'organiser. Là, j'ai la chance depuis quelques années d'être reconnu comme sportif de haut niveau et du coup d'avoir accès à des aides, que ce soit des aides financières, mais aussi des aides d'aménagement d'horaire. Donc de pouvoir me libérer du temps sur mon temps de travail pour participer à des compétitions quand il y a des déplacements à l'étranger ou quand il y a des regroupements pour être capable justement avec l'équipe de France de pouvoir m'entraîner et d'avoir quand même suffisamment de repos parce que le vrai point justement de repère, c'est le repos et l'état de forme dans toute cette organisation, c'est de s'assurer qu'on n'est pas en train de se surcharger soit mentalement, soit émotionnellement, soit physiquement pour être au top et surtout éviter les blessures. Ah oui, parce que tu le dis, une compétition, bah, par exemple le road flag, ça dure 3 jours, 4 jours, mais il y a toute la préparation en amont qui dure des mois, il y a les regroupements de l'équipe de France, etc. Et c'est vrai que quand on a un emploi à plein temps, bah, c'est compliqué. Euh, quand tu as justement acquis ce statut de sportif de haut niveau, pour l'ego, ça doit quand même être incroyable. C'est vrai que c'est assez. La première fois que j'ai reçu ma nomination, donc tu reçois un courrier t'indiquant que tu as bien eu le statut. J'ai gardé ce papier, je l'ai imprimé, et je le gardais avec moi pendant quelques temps. Juste je le relisais en me disant, mais c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Jamais j'avais pensé. Pour moi, les sportifs de haut niveau, c'est ceux que je voyais à la télé. C'est les Teddy Riner, c'est les gens que tu vois aux Jeux Olympiques, etc. C'était tellement loin que lorsque j'ai reçu cette première nomination, je me suis vraiment accroché à ce petit papier en me disant, mais c'est génial. Euh, et, et- et c'est vrai que c'est une consécration pour tout sportif d'arriver à ce niveau-là parce que ça récompense des années de travail, de sacrifice. Et donc, même si c'est qu'un petit papier, ça fait quand même très plaisir. Ah non, je comprends, ça fait toute la différence. Est-ce que tu es un peu la star au boulot? Je sais pas si je suis la star, mais en tout cas, j'ai de la chance. J'ai quand même beaucoup de gens qui me soutiennent. J'ai eu des super collègues, j'ai des super collègues, euh, donc qui me posent des questions sur ce que je fais, qui me transfèrent des articles quand ils voient des articles sur le flag, alors qu'ils connaissaient rien du tout au flag il y a encore quelques temps. Donc non, j'ai vraiment beaucoup de chance. Après, de là à être une star, je sais pas. J'essaye en tout cas de montrer l'intérêt que peut avoir le sport dans des métiers où on est régulièrement assis. Moi, je suis ingénieur, donc on est vraiment sur nos ordinateurs. On se déplace pour aller à la machine à café, pour aller en salle de réunion, mais c'est vrai que c'est pas forcément un environnement où le sport est mis en avant. Et donc voilà, j'essaye de montrer tout ça, de faire valoir l'intérêt du sport et si possible, de faire découvrir mon sport. Donc, Ça c'est intéressant. Ça c'est très très intéressant. Ça c'est bien d'avoir justement cette possibilité de encore une fois de s'aménager du temps. Je pense que c'est quelque chose. Je, je pense les gens ne se rendent pas compte. T'en as parlé très rapidement et on va terminer justement cette partie passée entre guillemets de cette manière. Je rappelle évidemment pour ceux qui sont en live sur Twitch, ceux qui écoutent en replay, bon bah vous pouvez pas, mais ceux qui sont en live sur Twitch peuvent poser leurs questions, bien évidemment, n'hésitez pas. Euh, avant s'arrête au premier temps fort de cette émission, euh, tu as, tu as pratiqué d'autres sports, tu as parlé du foot, le vrai, hein, parce que qu'on mette les choses au point, voilà. Euh, le tennis, tu m'as parlé de golf, tu m'as parlé de trail aussi, c'est des sports qui sont totalement différents les uns des autres. C'est un besoin de toucher à différentes choses et surtout, est-ce que tu as la chance de pratiquer certains de ces sports aujourd'hui encore? c'est c'est des sports sur lesquels bah, je suis arrivé assez classiquement. Je pense que le foot, c'est le sport que on pratique un peu tous dans la cour de récré, etc. Tout Donc à fait. c'était vraiment le sport un peu logique dans un premier temps que je pratiquais.
Euh, Après, je suis passé sur le tennis parce que c'était un sport que j'avais l'occasion de regarder à la télé quand il y avait Roland Garros. Ma maman en faisait aussi du tennis, donc ça m'a d'une certaine manière inspiré à en faire également. Le golf, c'est pareil, c'est parce que mes parents en font, donc c'était une opportunité pour moi de passer un peu de temps avec eux les week-ends, de passer 4 heures justement sur un parcours, prendre l'air, jouer avec eux. Le trail, c'est parce que j'ai fait beaucoup de courses à pied. C'est quelque chose qui me faisait du bien, donc j'adore la montagne, j'adore tout ce qui est sport à la montagne, que ce soit le ski, le snow, du coup bah, le trail. Donc c'était dans la suite logique de la course à pied. Euh, En fait, enfin, c'est des sports que je découvre au fur et à mesure, que je fais à un moment donné dans ma vie. Aujourd'hui, j'ai pas beaucoup le temps de faire ces sports parce que on a énormément d'entraînement. On est passé à plus d'un entraînement par jour. Donc, je peux plus me permettre de travailler ça ou de prendre une semaine pour aller faire un autre sport au risque de me blesser, etc. Donc, pour l'instant, c'est des choses que j'ai mis un peu de côté. Mais j'ai aucun doute que j'y reviendrai peut-être plus tard. Mais dans tous les cas, en fait, la chance de pouvoir pratiquer tous ces sports, c'est que ça te permet de te développer, de travailler certaines parties. Quand tu fais des sports comme le trail et que tu fais des courses de 40 km et que tu te retrouves tout seul en haut de la montagne, que tu n'as plus de jambes, que tu vois une autre montagne à gravir et que t'es pas arrivé et que dans tous les cas, si tu abandonnes ici, bah, il n'y a personne qui viendra te chercher. Bah, ça te travaille d'une certaine manière, ça te travaille le mental. Les sports collectifs, bah, ça travaille comment tu vas jouer avec ton équipe. Le tennis, c'est les changements de direction. Donc en fait, l'intérêt aussi de pratiquer tous ces sports, c'est aussi de pouvoir développer d'autres compétences, d'autres capacités qui, d'une manière ou d'une autre, seront utiles dans le prochain sport que tu pratiqueras. Très bien, très bien. Deux dernières questions. Plutôt UTMB ou Ryder Cup? Euh, UTMB. Ouais, je comprends. Je comprends. T'as beaucoup plus parlé du trail que du golf. Ceux C'est qui... parce que je suis pas assez bon. Bon, tu me diras, je suis pas bon non plus en trail, mais bon, en golf, je suis vraiment pas bon. On ira s'entraîner ensemble si tu veux. Je suis très nul, hein. Il faut que je découvre ce sport. Ryder Cup, hein, pour ceux qui ne l'ont pas, c'est la compétition tous les 2 ans entre les États-Unis et les meilleurs Européens. On a gagné chez eux il y a quelques semaines. C'est toujours un bonheur, évidemment. On aime battre les Américains sur leur terrain. Dernière question. Il y a un sport que tu n'as pas pratiqué et qui pourtant a quand même quelques similitudes avec le foot US, c'est le rugby. Est-ce que c'est un sport qui ne t'a jamais intéressé? Est-ce que c'est un sport pour lequel tu n'as pas particulièrement d'appétence? Est-ce qu'il n'y a juste pas eu la possibilité aussi? Tu n'as pas forcément été dans des endroits où ça se jouait. Est-ce que c'est un sport qui t'attire un peu, ne serait-ce que en termes de supporters d'équipe de France? Voilà, j'ai une question parce qu'on est très rugby sur les Outsiders, donc on est obligé de poser la question. J'aime beaucoup le rugby. Ma famille vient du sud-ouest, du côté de Toulouse. Ah, ça on aime. Donc, assez fan de Toulouse. Ma maman regarde tous les matchs de Toulouse. Donc voilà, on a regardé le dernier match là contre le Stade Français avec la victoire. Donc, non, j'aime beaucoup le rugby. C'est un sport que j'ai un tout petit peu pratiqué en universitaire, une année. C'est, je pense, un sport que j'aurais bien aimé pratiquer davantage. Si je m'étais pas mis au foot US, je pense que j'aurais pu faire du rugby. C'est vrai que c'est un petit peu, ouais, c'est un petit peu un regret. J'aurais bien aimé faire du rugby. Je pense que j'aurais pas été trop mauvais. Mais non, ouais, grand fan en tout cas du 15 de France. Quel poste t'aurais pu pratiquer, t'aurais pu jouer? Ailier, je pense que ailier, ça m'aurait bien plu. C'est Ailier pas ou mal. arrière. Mais ouais. Avec mon gabarit, je pense que ça matchait bien. Alors oui, en effet, trois quarts c'est plutôt ton poste. Je pense que Pilar, t'aurais pas eu grand-chose à y faire. On est... Et non, j'aurais pas passé des bons moments. Non, je pense pas, en effet. On va refermer cette parenthèse passée, on va passer au présent. Mais d'abord il y a un petit quelque chose après ce petit jingle. Petit jingle sorti de vestiaire, voilà, que j'ai trouvé comme ça, je savais pas trop quoi trouver, parce que c'est le premier temps fort de cette émission.
enfin, tout est un temps fort, mais il y a des moments un petit peu différents. Un moment où je t'ai mis à contribution, Vincent, parce que je t'ai demandé, et je demanderai à tous tes successeurs et successeuses, une petite histoire de vestiaire que tu as vécu, à laquelle tu as assisté, où tu n'étais pas forcément protagoniste, que ce soit en club, que ce soit en équipe de France, un petit truc comme ça, ou qui soit arrivé à l'hôtel, un coaching, voilà, quelque chose qui t'a marqué, qui t'a fait rire, qui t'a ému, voilà, quelque chose dont tu te souviens et que t'aimes bien raconter. Alors, c'était un événement qui s'est passé au Flash de la Courneuve dans les vestiaires. En début de saison, en fait, c'était ma première saison au Flash. Donc, j'avais cœur vraiment envie de prouver justement que j'avais ma place. Donc, dans les vestiaires, en fait, on faisait la muscu avant les entraînements pour justement se renforcer en début de saison. Et à un moment arrive l'heure des tests. Et donc, le but des tests physiques, c'est de montrer que tu as progressé pendant cette période, que ce soit au bench, au développé couché ou au squat, aux tractions, etc. Et, euh, et donc, c'était le moment des squats et il fallait faire le max sur 10 reps. Donc, tu avais 10 reps à faire avec le max de poids. Donc, j'ai commencé assez léger. J'ai démarré à 110 kilos, j'en ai fait 10. J'étais assez content de moi, il y avait le petit stress, etc. Donc c'était validé. Et l'important, c'était vraiment de faire tes 10 squats. Si tu faisais pas tes 10 squats, peu importe la série que tu avais fait, ça passait pas. Puis je vois les autres joueurs de à mon poste, qui démarrent, qui essayent de mettre un peu plus, et ça marche pas forcément. Ils font pas les squats complets. Du coup, le coach était vraiment strict. Si tu faisais pas un squat complet, ça comptait pas. Puis je vois deux, trois personnes, pas à mon poste, mais qui commencent à faire des barres un peu plus importantes. Donc je me dis, bon, je vais essayer d'aller plus haut, piquer un petit peu dans la compétition. Je vais mettre un peu plus. Donc je fais une deuxième série à 120. Ça se passe bien. Et là, je me dis, bon, c'est bien, je suis super content de moi, etc. Puis je pense que je vais arrêter là, ça sert à rien. Je pense pas faire beaucoup plus. J'étais déjà au max de ce que je pensais. Arrive un autre joueur qui met 130 et qui arrive pas. Et du coup, je me dis, bah attends, peut-être que tu peux faire encore plus. Et du coup, je me dis, allez, je vais mettre 130. Mais là, je me dis, bon, je prends deux, trois gars autour de moi, je leur dis, bon, par contre, il faudrait peut-être m'aider parce que je suis pas sûr d'y arriver quand même. Donc, je me souviendrai toujours, il y a mon coéquipier FG qui se met derrière moi, qui me dit, pas de souci, je te supporte. Deux qui se mettent de chaque côté en disant, bon, si jamais, s'il se passe quelque chose, on est là pour t'assister. Et donc, j'annonce au coach avec la voix qui tremble un peu, je vais faire 130. Il me dit, ok, pas de souci, je regarde. Et donc là, ça démarre. Une rep, deux reps, trois reps. Arrivé à la cinquième rep, je commence à me dire, j'ai peut-être un peu abusé. 6, 7, 8, 9. Et là, je me dis, mais vas-y, Vincent, en fait, tu peux le faire. C'est parti. Lâche rien, c'est la dernière. Donc, vestiaire électrique, tout le monde crie, musique à fond. Et là, je me lance sur la dernière. Je descends, je commence à remonter. Et à la moitié de la remontée, la lumière s'éteint dans ma tête. En fait, je vois les étoiles. Je commence à me laisser tomber. Donc là, heureusement, tous mes coéquipiers me soulèvent. Donc j'avais bien fait de demander de l'aide. Tous mes coéquipiers me soulèvent, on remonte la barre. Je prends un peu de temps parce que je vois plus grand-chose qui se passe devant mes yeux. Je vois des étoiles, etc. Quand même assez content de moi. Et je me dis, bon, j'ai quand même fait un truc pas mal. Et là, le coach, il me regarde, stoïque. Dommage, ça compte pas. Merci. Et dans ma tête, j'étais tellement dégoûté. Je m'étais dit, mais j'ai quand même fait 9 et demi. J'ai failli tomber dans les pommes. Et il me dit, non, ça compte pas. Et du coup, j'étais vraiment dégoûté. Mais ce moment, en fait, il est resté assez au-delà voilà, du côté effervescence, ce côté un peu soudé, montrer qu'on est capable d'aller plus haut. Ce moment, il m'a assez marqué parce qu'en fait, ça me sert maintenant de repère. C'est vraiment un moment où je me suis dit, mais en fait, on a vraiment tendance à rester dans sa zone de confort, s'arrêter à ce qu'on est capable de faire en se disant, bah, c'est déjà très bien. Et à ce moment-là, je me suis vraiment poussé au-delà de ce que je pouvais faire, mais j'étais en fait super content d'être arrivé à ce niveau-là. Et si je m'étais pas challengé, ben, j'aurais jamais su que j'étais capable de faire ça. Et donc maintenant, c'est un principe que j'essaie de me faire à chaque fois que je fais du sport. C'est à me dire, est-ce que tu es vraiment arrivé à ce moment-là dans les vestiaires où tu te souviens, tu es presque tombé dans les pommes,
parce que tu as vraiment voulu aller plus loin, repousser davantage. Et je dis pas qu'il faut toujours aller à ce niveau-là, mais voilà, ça me permet de me dire, Vincent, va un peu plus loin. Je pense que tu peux aller chercher, sorte de ta zone de confort et, euh, et va repousser les limites. Sois meilleur que ce que tu peux être. Écoute pas cette petite voix intérieure, pousse davantage. Cette petite voix qu'il faut toujours qu'il faut écouter jusqu'à un certain point. On est d'accord. Je pense qu'on pourra Ouais, tous dire, exact. on sera tous d'accord pour dire que cette anecdote est validée. Tu avais un peu peur de cette anecdote, tu savais pas trop. Elle est totalement Ouais, validée. Elle est ok, parfaite. merci. Elle est parfaite. C'est tout ce qu'on demande. Donc voilà pour cette. Alors par contre, 110 kilos pour commencer, c'est pas léger. Hein, c'est pas léger. Voilà, moi je fais mes squats sans poids, j'ai déjà du mal. Donc, juste mon poids, c'est déjà compliqué. Donc, non, 110, c'est pas léger. Hein, bon, il y a un petit peu plus d'entraînement, c'est sûr. On est d'accord. On va pouvoir passer à la suite. Et évidemment, c'était le gros temps fort de cette année 2025. On va remettre ton palmarès justement sur le flag. Il y a eu donc ce succès au USA Flag Championship. J'ai dit on le gardera pour plus tard, mais il y a donc cette médaille de bronze à l'Euro 2025. On s'est parlé quelques minutes après votre victoire face à la Grande-Bretagne contre les Britanniques pour aller chercher justement cette troisième place. Tu étais ultra heureux, à froid. Est-ce que tu l'es toujours autant? Toujours autant. C'est une victoire qui fait toujours autant plaisir. Là, j'ai eu la chance de revoir d'autres personnes que j'avais pas vues depuis longtemps. Et la première chose qu'ils m'ont dit, bah, c'est félicitations pour ta troisième place, c'est génial, etc. Ça fait toujours autant plaisir. Elle aura toujours une saveur particulière parce qu'elle était à la maison. J'ai eu la chance de jouer avec l'équipe de France aux États-Unis, en Finlande, euh, et malgré le fait qu'on avait des supporters à ce moment-là, ben là, le fait de jouer à domicile devant un public avec plein de drapeaux français, plein de supports de la part de nos amis, notre famille, même des gens qu'on ne connaissait pas, des gens voilà, du monde du flag qui se sont déplacés, c'est vraiment un souvenir inoubliable. Je pense que c'est vraiment mon top souvenir en flag pour l'instant. Ça c'est bien, ça c'est très bien. Ça a été un très très beau tournoi. Il y a eu de très très belles victoires. Ça passe pas si loin face à l'Autriche, notamment au niveau de la demi-finale. Ça a été très serré face aux Britanniques et donc on a un Tanguy Lominé fantastique qui a mis tous les touchdowns de l'équipe. Est-ce qu'il y a une certaine forme de regret sur la demi-finale face à l'Autriche ou non, voilà, ils étaient meilleurs sur ce match-là. Il y a toujours un petit goût amer, clairement. Je pense qu'on est passé un peu à côté de notre demi-finale. Après, l'Autriche fait un super match, on peut pas leur enlever. Ils font un très très bon match et je pense on a raté sur quelques occasions l'opportunité peut-être de recoller au score, de passer devant en deuxième mi-temps et forcément on est déçu, mais ça reste une très belle compétition, une très belle troisième place, donc on va pas on va pas non plus voilà être dégoûté de finir troisième, ça reste une très belle place, mais je pense que c'est ce genre de défaite, en tout cas ce genre de match difficile qui va nous faire grandir en tant qu'équipe et qu'on va utiliser pour la suite pour être meilleur et être encore mieux préparé justement au championnat du monde. Justement, tu parles de prépa. Comment elle s'est passée, justement, cette prépa avec l'équipe de France? Ça a été plusieurs stages, ça a été un gros rassemblement. Comment vous l'avez préparé cet euro? Euh, c'est une préparation qui a démarré donc l'année dernière, à peu près novembre-décembre, où il y a eu les premiers, les premières sélections en fait sur des tests physiques qu'ils ont organisés un peu partout en France. Suite à ça, il y a eu des regroupements dès janvier, à peu près un regroupement par mois, euh, avec d'abord un groupe élargi d'une trentaine de personnes, puis qui s'est diminué au fur et à mesure. Et à travers ces différents regroupements, bah, on a eu des stages
que ce soit à l'INSEP, à l'Athletica, quelques stages à l'étranger, où on a eu la chance d'aller faire le Sport Munda, qui est un tournoi international à Copenhague, qui s'appelle le Copenhague Ball maintenant, où il y a une division élite, et donc ça nous a permis de rencontrer d'autres équipes nationales. On y allait avec 2 équipes, donc comme ça on pouvait faire jouer à peu près 20-24 joueurs de l'équipe de France. Et on a fini avec un dernier stage en Autriche avec 3 autres équipes, l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche, hein. C'est la deuxième fois qu'on a organisé ce regroupement. Euh, et accompagné de tout ça, bah, s'est mis en place une préparation physique avec un préparateur qui nous a justement préparé au mieux avec des séances, que ce soit muscu ou terrain, pour accompagner justement ces regroupements et travailler entre tous ces regroupements. Donc il y a eu vraiment un travail qui a été mis en place par la fédération pour nous accompagner là-dessus, avec ces regroupements dans les meilleures conditions, des opportunités d'aller jouer contre les top nations et justement de se confronter pour arriver justement à la compétition avec déjà l'opportunité d'avoir joué en tant qu'équipe contre d'autres équipes et pas simplement de s'être préparé entre nous-mêmes. Mhm. Et justement, on a parlé de l'évolution du flag depuis le début de cette soirée, et c'est un petit peu le fil rouge évidemment de l'émission. Entre les premiers rassemblements en équipe de France que tu as pu faire, tu as fait des grandes compétitions, tu as fait les Jeux mondiaux en 2022, ça aussi on aura l'occasion d'en discuter. Entre ces Jeux mondiaux en Alabama et là, cet Euro, est-ce que déjà il y a eu une différence dans la préparation, dans l'approche de la compétition? Clairement, clairement, je pense que on bénéficie dans un premier temps du fait que le flag est au JO. Le fait que le flag soit au JO en 2028, ça, forcément, ça amène de la visibilité et ça amène aussi des moyens. Euh, donc, dans les précédentes campagnes, donc à partir de 2021-2022, on n'avait pas autant de stages. Je pense qu'on avait peut-être 4 stages peut-être pour préparer la compétition. Donc c'était beaucoup plus court. C'était pas des stages où on avait des super lieux d'entraînement. On avait des terrains, voilà, on avait le droit à des terrains, des salles de meeting, mais c'était assez sommaire et la plupart des joueurs payaient de leur poche. Donc les premières compétitions, hein, on dépensait plusieurs centaines, voire le millier d'euros pour participer à la compétition et puis aussi pour participer aux différents stages pour les joueurs qui venaient pas de Paris, par exemple, quand les stages étaient dans la région parisienne ou ailleurs quand les stages étaient ailleurs. Donc il y avait vraiment ce côté-là où c'était vraiment un peu plus difficile de mettre justement les moyens associés à ces compétitions. Et vraiment le passage là depuis 2023, la Coupe du Monde en Finlande, et la Coupe d'Europe et les années à venir, il y a vraiment eu une transition qui a été faite. Et je pense que on bénéficie justement de tout le côté médiatique du flag au JO. Donc c'est super et je suis super content pour le sport et je suis super content que ça permette aussi à tous les athlètes de pouvoir performer dans les meilleures conditions, de s'entraîner sans avoir à soucier bah, justement que ça va leur coûter plus d'argent. Au contraire, le but là maintenant, c'est vraiment que les athlètes de tout niveau, toute catégorie puissent venir performer et sans avoir ce côté, voilà, cette charge mentale complémentaire qui était associée à ça. Donc, je suis super content et je remercie à nouveau, je remercie la Fédé justement et puis bah, l'agence du sport justement de mettre des moyens pour nous accompagner là-dessus. Mhm. Et est-ce que d'ailleurs c'est une surprise de voir cette équipe de France aussi haut dans les rankings mondiaux? Parce que avant cet Euro, vous étiez tête de série numéro 3, vous terminez troisième, donc techniquement à la place prévue. Au niveau mondial, on est autour du top 5-6, je dirais, Mhm. peut-être un petit peu derrière, mais pas si loin des places sur le podium. Euh, Sachant que l'Euro avait déjà été gagné par l'équipe de France chez les garçons 2005-2007, chez les filles en 2007 aussi. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps en fait? Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette à peu près quinzaine d'années? Le flag a été totalement délaissé ou le niveau a augmenté plus vite dans d'autres pays? Est-ce que tu sais un petit peu? Alors, j'y étais pas en 2007, donc je pourrais pas commenter sur ces années-là, mais je pense que le niveau il a aussi augmenté dans les autres pays. C'est vrai qu'il était peut-être pas autant mis en avant en France, mais
une chose est sûre, c'est qu'on a toujours eu des athlètes. On a toujours eu des athlètes, que ce soit au football américain ou au flag, et même dans les autres sports, hein. Je pense qu'on a la chance en France d'avoir vraiment malgré tout des très très bons athlètes. On n'a pas forcément les plus gros comme on pourrait avoir d'autres pays, comme les Allemands par exemple au football américain, ce genre de choses, ou des très très grands. Mais on a des athlètes vifs et ils ont toujours été là. Mais je pense qu'on n'avait peut-être pas les opportunités, on n'avait peut-être pas la même attractivité côté flag. Je pense qu'il y avait vraiment euh, euh, ce côté où le flag existait, mais pour autant, les gens n'avaient peut-être pas cet attrait. Euh, donc, tant mieux que les JO puissent mettre la lumière sur le flag. Je pense que c'est un sport extrêmement ludique, un sport à part entière. C'est pas, il faut pas se dire que le flag c'est qu'une partie du football américain ou ce genre de choses. Non, le flag c'est vraiment un sport à part entière sur lequel on peut prendre énormément de plaisir et il y a énormément de compétitions. Il n'y a rien qu'à voir la Coupe d'Europe ou les championnats qui se font à l'international, les différents championnats, les tournois internationaux, etc. Donc je suis super content que grâce justement aux JO, on mette le flag en lumière et j'espère que ça va continuer pour la suite. Et je sais qu'il y a beaucoup d'athlètes qui aujourd'hui sont intéressés par le flag et donc j'espère qu'ils découvriront ce sport ou qu'ils redécouvriront ce sport et qu'ils y prendront énormément de plaisir et qu'ils y resteront. C'est ça arrivera évidemment avec les résultats et actuellement ils sont bien évidemment très bons. Mais justement, qu'est-ce qui manque à cette équipe de France aujourd'hui pour aller chercher pourquoi pas le titre européen, mais on va aller plus loin. On parle de jeu, donc on parle de niveau mondial. Aller titiller les meilleures équipes du monde, donc évidemment les Américains, mais d'autres nations qui sont attendues sur le podium des JO à Los Angeles. Il manque pas grand-chose, je pense. Il manque vraiment pas grand-chose. On a aujourd'hui un très très beau groupe. Et quand je parle de groupe, c'est pas seulement les 12, c'est vraiment le groupe à peu près d'une vingtaine de joueurs aujourd'hui. Euh, on a un très très bon niveau. On a un bel accompagnement. Et donc voilà, là c'était la première année que ça s'est mis en place, cet accompagnement avec le préparateur physique, le préparateur mental, le suivi médical. Tout ça fait que l'équipe elle est en train de monter en puissance. Donc je pense pas qu'il manque énormément de choses. Il y a forcément des joueurs qui vont venir ajouter du niveau, qui vont venir challenger. Et ça c'est l'objectif, c'est que tout le monde justement arrive avec cette mentalité de se dire notre objectif en tant qu'équipe de France, c'est d'aller au JO dans un premier temps, c'est de se qualifier, c'est de faire les meilleures performances. Et c'est vraiment cette mentalité qu'on attend et faut, faut qu'on arrive à conserver ça. Je pense qu'aujourd'hui on l'a et on est bien parti pour. Donc on est en train de construire ça. Je pense qu'il y a pas grand-chose. Il faut juste faire confiance au process. Il y a certaines nations qui ont mis les moyens un peu plus tôt que nous parce qu'ils avaient peut-être des fédés plus importantes, plus grand nombre de licenciés, etc. Donc ils ont un peu d'avance. Nous, on est en train de rattraper ce retard. Et en fait, faut juste qu'on continue de travailler. Il y a pas beaucoup plus de choses à faire, je pense. Aujourd'hui, on est sur la bonne voie, on est sur une bonne lancée. Faut pas qu'on relâche. C'est une très belle troisième place, mais c'est pas suffisant. Maintenant, il faut aller chercher un top 3 monde et il faut tout faire jusqu'à 2028. Et justement, toi qui est responsable, enfin représentant des sportifs de haut niveau, avec Lucie Vino, du côté des filles, je suppose que toi, tu as un œil un petit peu supplémentaire sur la question. Je sais pas exactement, est-ce que tu peux nous dire quel est ce poste et du coup ce que ça implique au quotidien? Alors, c'est un poste tout récent, ça doit faire un an là. C'est un poste qui a été créé justement parce que le flag est au JO. Donc, c'est un poste sur 4 ans que j'occupe avec Lucie. Notre objectif, c'est de porter la voix des athlètes au sein de la Fédé. Donc, on a la chance de participer à toutes les instances de décision, euh, les AG, les CODIR, etc. On est membre du bureau, donc c'est quand même une grande opportunité pour nous de mettre la voix de la tête dans les échanges et dans les décisions.
Et notre objectif, justement, c'est en complément de tous les moyens qui ont été mis en place, donc à savoir l'opportunité de s'entraîner dans des super complexes adaptés au sport, les moyens financiers et matériels qui permettent justement aux joueurs de ne pas avoir cette charge mentale vis-à-vis des organisations, etc. Notre objectif, c'est aussi d'accompagner donc les athlètes pour les subventions qu'ils pourraient avoir, pour des aménagements d'horaires, etc., avec les personnes en charge au sein de la Fédé, justement, de l'accompagnement socio-professionnel, pour justement que les athlètes soient dans les meilleures conditions aujourd'hui pour performer et, euh, et nous ramener des médailles. Donc, c'est une super chance qu'on a. On essaie de mettre ça en place avec Lucie. Euh, voilà, c'est un très beau poste et j'en suis très content et j'espère donner satisfaction à mes collègues athlètes. Et c'est un vrai poste à responsabilité. Ça- Au-delà du fait que, de par l'ancienneté que tu as au sein de l'équipe, de par toutes les compétitions que tu as vécues, etc., est-ce que ça fait de toi un peu plus, euh, non pas un membre du noyau dur, mais même un des leaders de cette équipe de France? Je sais pas si ça fait de moi un leader de cette équipe de France. En tout cas, j'essaye de contribuer de toutes les manières que je peux à faire rayonner dans un premier temps le flag, ensuite ben, la fédération et dans un troisième temps le signe France que je porte sur ma tenue ou sur mon maillot. C'est un peu les trois vecteurs que j'essaie de pousser. Et après, si ça fait de moi un leader sur ces aspects-là, tant mieux. C'est pas forcément mon objectif premier, mais en tout cas, c'est avec plaisir que je fais ce genre de choses pour accompagner le développement du sport et des athlètes dans la Fédé. Ouais. Un développement qui va donc passer par les Jeux. Mais d'abord, il y a les championnats du monde, la Coupe du Monde l'année prochaine à Düsseldorf en Allemagne. Je suppose que, bon, tu l'as dit, top 3 monde, c'est ce qui est visé. Donc ça passe évidemment par les mondiaux avant les Jeux. La prépa, je suppose, est déjà, alors pas forcément déjà commencée, mais c'est déjà dans toutes les têtes, je suppose. Elle a déjà commencé. On a eu le droit à 3 semaines de repos après la Coupe d'Europe. On a eu le droit à 3 semaines un peu off, entre guillemets, pour justement récupérer. Et en fait, tout de suite après, on a enchaîné notre préparation. Donc en fait, on est déjà dedans. Bah, comme on disait, en fait, on n'a plus de temps à perdre. On a un super programme en place. Donc maintenant, il faut qu'on mette tous les moyens. Et je suis super content parce que à la fois tout le staff est motivé, mais également tous les joueurs du groupe sont motivés aussi pour aller dans cette direction. Et c'est ça qui est super important, c'est qu'il y a une vraie adhésion staff-joueur pour se préparer. Il y a les stages qui sont déjà mis en place, donc on commence dès novembre. Et on a tout, plein d'échelons à venir justement avec cet objectif Coupe du Monde. Donc on est déjà dedans. Déjà, nous on est chaud, hein. Nous on attend que ça et on espère évidemment pouvoir la diffuser sur les Outsiders TV. Si vous écoutez ça dans un an, bah, peut-être que ça aura été diffusé sur les Outsiders TV, on ne sait pas. Mais voilà, évidemment, on va Croise les doigts. suivre bien évidemment les aventures de l'équipe de France. On referme ce chapitre et on passe à notre deuxième temps fort. Euh, le petit son, ta petite son derrière moi prouve que c'est l'heure du quiz. L'heure du quiz, mon cher Vincent. Comme je te l'ai annoncé, je vais couper ça parce que c'est horrible dans mes oreilles. C'est un quiz qui se rapproche plus ou moins, je t'ai dit plutôt moins, de ton sport, évidemment. Je t'avais annoncé ça. Je suis tout simplement parti de flag foot. Flag, c'est drapeau en anglais. Du coup, bah, ce sera un quiz drapeau. Voilà. Donc, je vais te donner des drapeaux, je vais te montrer des drapeaux du monde, et il va falloir que tu me donnes le pays qui y correspond. Donc, j'ai fait de relativement simple à impossible, quasiment, hein, évidemment, puisque je Ok. suis quelqu'un de très méchant. Est-ce que tu es prêt pour le premier drapeau? Donc il faut que tu suives évidemment sur le live en même temps. Est-ce que c'est bon pour Ouais. toi? Je lance le premier drapeau. Pour ceux qui
écoute et qui ne voit pas, on a donc un drapeau à dominante bleue avec quelques étoiles blanches et un Union Jack en haut à gauche. Donc voilà, déjà peut-être que certains auront déjà une première idée. Le temps que ça t'arrive évidemment, parce il y a quand même un léger décalage entre Ouais, le c'est live bon. et le moment. Bon, Euh, j'espère que je vais être bon, mais je dirais l'Australie. L'Australie est une excellente réponse sur ce premier, voilà. Regarde, en plus derrière, j'ai fait les choses bien parce que hop, j'ai remis le truc, j'ai mis la capitale, j'ai mis une image Google Maps. Attention, hein, j'ai fait les choses en grand, hein, pour ce. Il y a des moyens, hein, il y a des moyens dans la bonnette. Attention, on voyage, on voyage. Allez, numéro 2. Drapeau à dominante rouge avec une étoile verte au milieu, à 5 branches. Alors, attends, moi j'ai un peu de délai. Oui, alors oui, oui, désolé, il y a forcément il y a un petit peu de temps. Ça prend toujours. Ah oui, c'est bon. Doit pas être. La Tunisie? Non, on n'est pas loin. Ah non, le Maroc. Le Je Maroc, suis tout bête. à fait, tout à fait, Ouais, tout à autant fait. pour moi. Ouah, je suis Voilà pour. désolé pour les gens qui regardent. C'est pas grave, c'est pas grave. Non, mais tu t'es repris, tu t'es repris. La Ouais. réponse est bonne. La capitale c'est Rabat. On n'est pas là pour faire un cours de géo. Troisième drapeau, un drapeau à 3 couleurs de manière horizontale avec des bandes horizontales, rouge, blanc, vert de haut en bas. Est-ce que tu as une idée? Je réfléchis en même temps le temps que l'image elle me vienne. Rouge, blanc, vert en bande horizontale. Euh, L'Italie, mais qui serait tombée. Ouais. Non, j'ai envie de dire la Hongrie. La Hongrie est une excellente réponse, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. On va pas passer par le petit passage Google Maps. J'en mets un quatrième et on en fera encore un dernier. Dominante bleue et blanche avec des bandes bleues et blanches qui s'enchaînent. Un grand triangle sur la gauche rouge avec une étoile blanche au milieu. Écoute, c'est dur d'y jouer. Alors, j'attends l'image quand même parce que là, ça m'a. Ouais, je l'ai peut-être pas Ah, bien, pas bien expliqué. si, c'est bon, c'est bon. Cuba? Cuba, c'est excellent, c'est impeccable. Vraiment, pour l'instant, c'est Mm, c'est un, c'est un sans faute. Je passe Presque sans déjà. faute, presque sans C'est faute un, avec une c'est un petite. 4,5, on va dire. 4,5 sur 3,5 sur 4 pour l'instant. Le cinquième, avec un drapeau à 3 bandes rouge, bleu, rouge. Et sur la bande rouge à gauche, il y a une espèce de flamme olympique jaune qui est au-dessus de signes jaunes, et notamment le yin et le yang. Voilà, c'est très très mal dit, hein, ceux qui écoutent ne trouveront Ok. absolument pas. Bon, Euh, ça, j'ai envie de dire, c'est un. Ça doit être côté de l'Asie. on est Je en sais pas Asie, tout à si. fait. J'ai envie de dire l'Indonésie. Non, on est bien plus au nord, pays frontalier de la Chine notamment, c'est la Mongolie. Ah, ok. Ouais, 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 c'était c'était pas le. pas évident celui-là, j'avoue que. Non, il était pas simple. Je te mets le dernier, le tout dernier, juste pour le fun. Parce que Ok. celui-là, voilà, il est très sympa. Donc on est sur un drapeau avec un triangle rouge à l'extrémité gauche, un triangle droit à l'extrémité droite, pardon. Donc vert à gauche, rouge à droite, 2 bandes jaunes à côté de ces 2 triangles, et au milieu une longue bande noire en diagonale, surmontée de 2 étoiles blanches. C'est encore une fois Ah. très très mal dit. Mais comme tu auras l'image, donc au moins, toi. Oui, là j'ai l'image, ça va. Non, ouais, effectivement, les triangles, ça m'a un peu. Je les avais pas comme ça, les triangles. Non, Bah, non, ça, c'était pas c'est. bien dit. Ça, c'est un. Je pense qu'on est en Afrique. Oh non, on n'est pas en Afrique. Ah ouais, ok. Euh, Je vais être un peu plus précis, on est dans les Caraïbes. Ok, ok, ok. Euh, Et ben, alors là, c'est une bonne question. Euh, là, je sais pas du tout. Je sais pas. Non, non. Allez, ouais, bah, c'est pas grave. C'est Saint-Kitts-et-Nevis, ou Saint-Christophe-et-Nevis Ok. en français. Waouh. C'était juste pour être un connard. Voilà. Très clairement, Ok. c'était juste pour le fun. Après, il y a des gens qui maîtrisent tous les drapeaux du monde. Ce n'est pas mon cas. Mais bon.
Pour Ouais, le coup, t'as été quand même plutôt solide et c'était vraiment le quiz à la ok, con 5 qui kicks, était 5 buts. prévu. Ok. Voilà. La petite photo carte Bon, au postale, moins, évidemment. les prochains auront peut-être, s'ils sont sur les drapeaux, ils auront peut-être une chance de. Ils auront largement une chance de me battre, je pense. Ah, alors je peux aussi faire un quiz drapeau pour tout le monde et voir qui, qui s'en sort le mieux. Mais par contre, il faut pas que ce soit à l'oral parce que je l'ai décrit très très mal. Allez, on va partir sur la dernière partie, le futur. On a déjà commencé bien évidemment à l'évoquer, ce futur. Ce sont les JO parce que ce qui arrive est absolument fantastique pour le flag et on l'espère évidemment pour l'équipe de France puisque on l'oublie pas, pour l'instant l'équipe de France n'est évidemment pas qualifiée pour les Jeux Olympiques. Euh, Ça va être l'occasion aussi de revenir un petit peu sur on a déjà commencé à répondre à cette question, mais quand tu commences le flag en 2011, il est évident que tu t'attends pas à être en équipe de France, il est évident que tu ne t'attends pas à être sur un podium international, il est évident que tu ne t'attends pas à ce que le sport lui-même soit au jeu. Est-ce que quand ça a été annoncé, tu t'es retourné un peu sur ta carrière et tu t'es dit, c'est fou quand même. Euh, oui, oui, honnêtement, plusieurs fois en fait, à la fin d'une campagne ou à la fin d'une saison, je me pose et j'essaye de voir un peu tout ce que j'ai fait et la première fois où on annonce justement que les rumeurs commencent à dire le flag devrait être au JO en 2028, c'est là où on se dit mais en fait c'est possible. Et en tant qu'athlète, c'est 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 comme je le disais tout à l'heure, c'est un rêve d'être aux Jeux Olympiques. C'est vraiment la consécration. C'est un des événements sportifs le plus médiatisé. Et voir les gens, pour moi, représenter leur pays lors des JO, c'était un rêve. C'est même pas un rêve. Enfin, j'y pensais même pas. Je me suis jamais dit un jour j'y serai. Donc aujourd'hui, quand je m'arrête, que je regarde un petit peu en arrière et que je vois tout le chemin que j'ai parcouru et la suite, je me dis que j'ai beaucoup de chance, que je suis sur un petit nuage et que je vais essayer d'en profiter autant que possible. Mais c'est vrai que j'ai, le parcours est beau, mais j'ai pas envie de m'arrêter là. Donc je le regarde rapidement, mais je garde la tête droit devant et juste de temps en temps, quand j'ai besoin un petit peu de soutien ou un petit peu de boost au moral, je regarde un peu derrière et je me dis, t'es pas arrivé jusque-là pour t'arrêter, donc continue d'avancer. Ah, tu tomberas dans les pommes après être monté sur le podium des Jeux. Exactement, ce sera ma neuvième rep ennemie. Euh, c'est évidemment un rêve, enfin, je veux dire, tu l'as dit toi-même, et de toute façon, j'enfonce une porte ouverte en disant que ce serait l'aboutissement de ta carrière. Mais tu as quand même déjà participé à des mini-jeux, parce que, je le disais, en 2022, tu as fait les Jeux mondiaux avec l'équipe de France en Alabama, à Birmingham. Les Jeux mondiaux, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont grosso modo les JO des sports non olympiques. Voilà, avec une cérémonie d'ouverture, des épreuves tous les jours pendant une dizaine de jours, de 2 semaines, et notamment donc des sports qui ne sont pas au programme des Jeux, maintenant qui vont l'être, puisque le flag désormais ne pourra plus participer aux Jeux mondiaux. Euh, c'était c'était quoi comme ambiance en Alabama sur cette compétition? Je veux dire, au-delà du sportif, est-ce que tu as eu l'impression d'être un petit peu dans des jeux? Avoir l'impression d'être dans les jeux, je sais pas, parce que j'ai pas eu la chance d'en faire, mais en tout C'est cas, de vrai. ce que je vois à la télé, oui, c'était un peu ça. C'était vraiment incroyable. Dans un premier temps, on a eu le droit à avoir une dotation du coq sportif. Donc la première chose, ça a été ça. Quand on a reçu notre dotation, c'était vraiment incroyable. On a eu un sac de voyage, on a eu un sac à dos, on a eu un nombre de polos, de jogging, on a eu des chaussures, on a eu des chaussettes, on a eu vraiment, quand j'ai déballé tout ça chez moi, je ne revenais pas. J'étais vraiment comme un enfant après Noël. Donc vraiment, ça commençait déjà avant. Et ensuite sur place, c'était incroyable. On est arrivé aux États-Unis, on a fait la cérémonie d'ouverture. Et donc là, tu arrives avec la délégation de France, tu es annoncé dans le stade, tu rentres avec tous les autres sportifs français de tous les autres sports qui sont présents.
le public, t'entends la voix France, et là, d'un coup, le public t'applaudit, crie, tu rentres dans le stade immense, tu défiles. C'était vraiment incroyable, et toute la semaine a été incroyable avec la possibilité de voir d'autres sports, de rencontrer d'autres athlètes, forcément de jouer dans un stade à l'américaine, 80 000 places. Bon, il n'y avait pas 80 000 personnes, mais le stade était incroyable. La pelouse, voilà, marquée aussi de l'NFL. Donc voilà, une super expérience, et effectivement une envie d'aller plus loin, de dire voilà, bah, c'est qu'un avant-goût de ce que ça pourrait être. Euh, mais c'est vrai qu'au-delà du sportif, déjà, c'était une super expérience, et une première découverte vraiment de ce qui nous attendait pour les années qui arrivent. Bon, tu seras pas blasé en 2028 quand tu entreras sur la piste du Coliseum au moment de la cérémonie d'ouverture, rassure-moi. Clairement pas, non, si j'y suis, je pense pas que je serais blasé. Je pense que j'essaierais de prendre des photos visuelles avec mes yeux. C'est encore loin, donc je le visualise, mais j'essaie de ne pas non plus trop m'y projeter pour l'instant. Je sais qu'il y a plusieurs étapes à faire, mais c'est vrai que je pense que si j'ai la chance d'y être, ce serait une expérience incroyable. Vincent Lemoine qui va au JO, qu'est-ce qu'il a envie de voir? Au-delà de faire la cérémonie d'ouverture, évidemment, peut-être même celle de clôture, et évidemment de monter sur le podium de la compétition de flag. Qu'est-ce qu'il aura envie de voir et de faire? Qu'est-ce qui te tenterait, genre, si tu pouvais aller voir n'importe quelle discipline, laquelle tu irais voir? Euh, je pense que j'irai voir l'athlé, parce que c'est un peu pour moi le symbole des Jeux Olympiques, l'athlétisme. Être capable de voir voilà, les autres athlètes sur les différents sports, le javelot, le sprint, et le 10 km, ce genre de choses. Et ça, ce serait vraiment une super opportunité comme sport. Peut-être le rugby à 7 aussi, ça c'est cool. Euh, et qu'est-ce que j'aimerais faire? Moi, j'aimerais marquer les esprits, clairement, euh, et faire en sorte que tout ce qu'on fait sur le terrain permette de continuer l'aventure du flag aux Jeux Olympiques, et d'être ensuite en 2032 euh, en Australie, clairement. Clairement, si on fait une très très belle compétition, que ce soit moi ou tous les athlètes français ou toutes les équipes là-bas, que on montre que ce sport est tellement incroyable que tout le monde ait envie qu'il soit prolongé. Tu mets le doigt sur un truc qui est très important. Le flag sera au JO à Los Angeles. C'est pas encore fait pour Brisbane en 2032. On aura, je sais pas exactement quand est-ce que les Australiens annonceront, mais c'est vrai que ça fait partie de ces sports qui peuvent potentiellement bouger. Et évidemment, les Américains ont mis des sports sur lesquels ils sont très bons. Il y aura ça, il y aura le lacrosse aussi notamment. L'objectif évidemment, c'est d'avoir plus de médailles d'or encore. Pas sûr que les Australiens, qui bah, pour le coup sont pas une énorme nation de flag, en tout cas pour l'instant, le mettent, mais on ne sait jamais. Le rêve américain, tu l'as un petit peu vécu. Alors ça, c'est le Sport Mondial 2024 que tu as gagné, mais avec les Red Roosters, donc l'équipe de France, tu nous l'as dit, qui vous a permis d'aller donc au USA Flag Championship, donc catégorie olympique, que vous avez gagné cette année. Est-ce que tu peux en dire un peu plus pour les gens qui nous écoutent sur ce tournoi et quelle importance il a au niveau de sa place dans la hiérarchie du flag? C'est le tournoi à Tampa là, le tournoi, c'est le plus gros tournoi de flag au monde. Quand on arrive là-bas, c'est un tournoi avec un nombre de terrains à perte de vue. Vraiment, on était vraiment surpris. Énormément de compétitions, énormément de catégories, etc. Donc on voit qu'on arrive vraiment ouais, dans le monde du flag. Il y a vraiment un monde où voilà, le flag c'est vraiment plus qu'un jeu, c'est une passion. Et donc tu as des gens qui viennent de tous les horizons, tu as des enfants qui viennent jouer au flag. C'est vraiment assez diversifié, et c'est en plus un super endroit en Floride.
Et donc on a eu la chance effectivement dans les tournois préparatoires, la Coupe du Monde l'année dernière, de gagner le Sport Munda, donc le Copenhague Ball, et qui nous a offert un ticket pour aller à Tampa. Donc il faut savoir que c'est quand même 500 dollars l'inscription. Il y a des cash price de 5 000 dollars à la clé. Donc, quand on a eu la nouvelle que ça avait été, qu'on avait gagné cette place, on s'est motivé à se dire, bah, est-ce qu'on n'irait pas défier les Américains chez eux, montrer que les petits Français, ils ont leur place. Et donc voilà, on s'est motivé à partir à une dizaine, 10 ou 11 joueurs à peu près, euh, de prendre nos places et d'aller jouer dans cette fameuse catégorie olympique, donc avec les règles IFAF qu'on connaît sur les tournois type Coupe du Monde, etc. Et donc on a concouru dans la catégorie olympique mais internationale, à savoir que les Américains ne jouent pas dans cette catégorie. Enfin, ils ont la même catégorie, mais ils font leur tournoi entre Américains et il y a le tournoi entre internationaux, qu'on a gagné au terme d'un match contre une équipe du Canada. Et donc ensuite, il y avait un match des deux gagnants, donc les meilleurs américains contre les meilleurs internationaux, et qu'on a joué sur un terrain d'honneur un peu télévisé avec vraiment à l'américaine, une piscine à balles à l'arrière, avec des mousses où en gros, quand tu marques un TD, tu peux aller célébrer et tu prends le temps qu'il te faut, tu seras pas flagué pour célébration excessive. Et donc c'était une super expérience de pouvoir aller aux États-Unis, battre les Américains, gagner 5 000 dollars devant eux, repartir la bague. Ça avait vraiment du bon. Et puis au final, c'était l'opportunité aussi de montrer bah, voilà, que la France a des talents. Et pendant le tournoi, après, il y a plusieurs équipes ou joueurs qui sont venus nous voir en nous disant: Ah, mais vous êtes des Red Roosters, vous êtes de l'équipe de l'équipe de France, enfin, vous venez de France, etc. Vous avez gagné. C'est trop bien ce que vous avez fait, on est super content de vous voir, etc. Donc, en plus, on a reçu voilà, beaucoup de soutien, beaucoup de reconnaissance, donc c'était plaisant. Et puis, on croise aussi d'autres joueurs américains qui viennent des fois sur des tournois internationaux en Europe, donc c'est aussi cool d'avoir créé ce souvenir. Mais oui, c'est une super opportunité en tant que joueur, justement, d'aller se confronter contre les meilleurs aux États-Unis. Et c'était une super expérience. Qui plus est en Floride, donc c'est pas trop mal. Et vous allez y retourner là du coup en janvier avec là ce sera plus la bannière Red Rooster, ce sera la bannière équipe de France, ce sera vraiment sous l'égide de la Fédé. Donc ça prouve bien que voilà, il y a vraiment encore un step qui a été passé par cette équipe de France, par vous, tu étais avec Anthony Riquin, avec François Brémond, avec Tanguy Lominé, etc. Donc vraiment l'ossature de cette équipe de France. Et là vous serez vraiment l'équipe de France. Est-ce qu'il y a tu me parlais de discuter avec tout le monde, etc. Est-ce qu'il y a je perds mes mots, cette ambiance flag? Euh, on voit par exemple, pour ceux qui sont familiers du rugby à 7, les tournois se disputent sur un week-end et tout le monde se côtoie et les tournois hommes et femmes s'enchaînent les uns après les autres et donc on vit quasiment en communauté entre ces nations-là. Est-ce qu'il y a ça aussi dans le flag, un petit peu, une espèce d'ambiance un peu différente de ce qu'on voit dans le sport dont est dérivé le flag? Clairement, je pense que le monde du flag est quand même relativement petit, donc on se croise tous sur les tournois internationaux en Europe, sur les compétitions internationales type Coupe du Monde, Coupe d'Europe, etc. Euh, et, euh, et pareil, quand on va aux États-Unis, on retrouve des têtes assez connues. Oui, il y a vraiment cette ambiance où pendant les matchs c'est très très tendu. Il y a vraiment voilà, cette compétition, cette envie d'être meilleur que l'autre, etc. Mais après, on se retrouve tous, on échange tous, on est toujours super content de retrouver certaines têtes, voilà, d'échanger, de partager aussi. C'est ça qui est intéressant, puisqu'il n'y a pas toujours le même niveau de développement dans tous les pays. Donc, c'est aussi l'opportunité bah, de donner des conseils, d'expliquer comment ça se passe, de donner voilà, de donner, de recevoir de la part des autres équipes. Donc c'est toujours intéressant d'avoir ces échanges après les compétitions. Donc clairement, il y a une super ambiance
et c'est très plaisant, c'est très très plaisant justement d'aller à un tournoi et de prendre le temps après de discuter avec les gens, etc. Donc, ouais. Il y a ce truc. Ouais, non, mais ça se sentait déjà sur l'Euro. Du peu que j'ai vu sur place, bah, tout le monde s'entraînait sur les bords de terrain, etc. Il y avait vraiment cette ambiance tournoi un peu folklore, un peu amateur, c'est pas le bon terme, hein, mais ce côté, voilà, tout le monde s'entraîne de son côté au bord du terrain, hop, et puis c'est à ton match, et puis tu prends la place sur le terrain, etc. Il y avait vraiment ce côté-là. On va terminer cette interview par justement encore une fois une question JO. Elle est importante parce que bien évidemment que va commencer à se poser la question pour certains d'intégrer le flag parce qu'ils ont envie d'aller au JO. C'est notamment le cas d'Anthony Maungu qui l'a publiquement annoncé sur ses différents réseaux. Il va y avoir évidemment de la rivalité, tu en as parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on se dit quand on est installé depuis un certain nombre d'années et qu'on voit des gars bah, qui sont bah, peut-être un petit peu plus tête d'affiche bah, postuler pour ce pourquoi on a travaillé énormément. Est-ce que ça rentre totalement dans le cadre de la rivalité du fait des ambitions personnelles dans un sport collectif? Ou est-ce que bah, on le prend mal, entre guillemets? L'idée, c'est pas de dire du mal d'Anthony Mongu ou de n'importe qui, hein, mais il y a eu ce débat sur le rugby à 7 avec Antoine Dupont. Je te pose cette même question avec certains joueurs. Ouais, c'est un peu le parallèle que j'allais faire avec le rugby à 7 où quand Antoine Dupont a annoncé qu'il allait arriver, ça a fait jaser. Après, je pense que, enfin, j'ai l'impression que ça fait surtout jaser les gens qui sont pas dans le groupe et qui sont pas dans le cercle du flag, parce qu'honnêtement, dire que euh, les joueurs aujourd'hui considèrent que leur place elle est acquise, c'est complètement faux. Je pense que tous les joueurs en équipe de France, ils sont conscients que chaque année, il faut qu'on travaille et on n'est aucun en fait se repose sur ce qu'il sait faire et ce qu'il a accompli. À chaque fois, on se remet en cause et même les années précédentes, même s'il n'y avait pas forcément tout le monde qui était intéressé par le flag, à aucun moment on s'est dit bah, j'arrête de travailler de toute façon parce que je suis là depuis suffisamment longtemps. Non, on n'avait pas du tout dans cette mentalité. Il y a déjà une compétition interne dans le groupe de 20 qui s'est qui s'est battu pour faire le groupe pour la Coupe d'Europe cette année. On était 20, il y a énormément de niveaux. Il n'y en a que 12 qui ont fait partie du groupe et pour autant, ceux qui ne faisaient pas partie du groupe, eh ben, ils étaient là dans les tribunes. Ils étaient là à nous encourager, ils étaient là à nous saluer entre les matchs, etc. Donc il n'y a pas cette rivalité et je pense qu'il n'y aura pas cette rivalité. Tous les athlètes sont les bienvenus. Que ce soit Anthony, que je connais très bien, avec qui j'ai eu la chance de jouer, ben, il est le bienvenu. Il est déjà venu nous voir sur des stages, etc. Il est venu voilà, déjà voir tout ce qui se faisait, etc. Il a fait du flag, donc euh, il a le droit de venir comme n'importe qui. Si Antoine Dupont, demain, il a envie de se mettre au flag, bah, il est bienvenu aussi. Je pense qu'aujourd'hui, on a tous les yeux sur les JO et ce serait une réussite déjà si l'équipe de France se qualifie aux JO. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête. Si aujourd'hui les gens on commence à se dire ah, il faut que ce soit telle ou telle personne, on est dans le mauvais débat. Le débat aujourd'hui c'est qualifions-nous pour les JO. C'est la première étape. Et donc tout le monde est le bienvenu, tout le monde peut venir s'entraîner, tout le monde peut venir montrer qu'il a sa place. C'est les coachs qui feront les choix, c'est pas nous. Tout ce qu'on fait en place, on se concentre sur ce qu'on sait faire en tant qu'athlète, c'est-à-dire être le meilleur de nous-mêmes, jouer avec les gens qui sont autour de nous et représenter la France de la meilleure des façons. Tu m'as ôté les mots de la bouche. Antoine Dupont ferait-il un bon joueur de flag? Je sais pas, à voir. Et je sais, certainement quarterback, je pense, le sens de la passe, mais en même temps, il est tellement vif et tellement bas sur les appuis qu'en receveur, ça peut être pas mal. On va, C'est vrai. on va discuter de la chose. On va discuter de la chose parce que il y a quand même, ça peut être sympa. Mais d'abord, il y a le dernier temps fort. On a déjà bien dépassé l'heure, donc on va quand même faire vite, hein. On va te laisser un peu tranquille, mon cher Vincent. Mais après ça.
Et oui, parce que j'ai- tous nos invités vont avoir l'obligation dans cette émission de nous donner leur Hall of Fame, évidemment, parce que eh bien, quand on est sportif de haut niveau, bah, on est fan de sport, on est fan de plein sport, on en pratique beaucoup, c'est ton cas notamment Vincent, alors, à plus ou moins de niveau hein, évidemment, ça c'est une autre question bien sûr, mais du coup, bah, forcément t'en regardes depuis tout petit, etc. Donc je t'ai demandé ton top 3, ton Hall of Fame. Alors, il y a deux solutions. Soit tu donnes les trois et on débrief l'un après l'autre après, soit on fait un par un avec débrief à chaque fois. Qu'est-ce que tu préfères? Comment tu préfères annoncer? Euh, je peux annoncer les trois, comme ça j'expliquerai un petit peu la logique Eh ben, c'est derrière parti. ça. Je te laisse donc annoncer les trois noms que tu m'as donnés. Alors j'ai pas été très original, je pense que il y a beaucoup de gens qui auront des noms un peu similaires, mais les trois athlètes que j'ai nommés, c'est Roger Federer, Zinedine Zidane et Tom Brady. Donc voilà, je pense qu'on peut pas faire moins original, mais Il y a c'est du palmarès. c'est trop. Il y a du palmarès, ça c'est indéniable. Euh, ces trois noms que j'ai donnés parce que c'est des sports qui m'ont inspiré au fur et à mesure. J'ai fait, comme on disait, j'ai fait pas mal de foot et donc effectivement quand j'ai grandi, Zidane c'était un petit peu l'idole en équipe de France. Je me souviens de la Coupe du Monde T'as 98, j'ai des eu la souvenirs chance de de l'avoir vécu. 98? Oui, ouais, un De toute petit façon, on peu. avait 7 ans tous les deux. On J'avais, est de la même année, donc c'est pas forcément évident. parfait. Mais... J'ai pas énormément de souvenirs, mais je me souviens d'avoir vu le match, d'avoir célébré et d'être sorti après pour fêter entre guillemets parce que j'étais encore jeune, mais d'être sorti pour partager l'énergie. Donc je me souviens un peu de ça et puis je me souviens bien évidemment des années qui ont suivi où il était toujours présent. Donc c'était un peu mon premier idole quand j'étais petit. Mon but c'était d'être comme lui. J'ai peaufiné la roulette pour en faire mon geste favori. J'étais pas le meilleur tacticien, mais voilà, j'aimais bien. C'est un joueur en tout cas qui m'inspirait, sur lequel j'avais envie de jouer, être au service du collectif, faire beaucoup de passes. C'était un peu ma manière de jouer, ma manière de jouer au foot. Donc c'était logiquement mon premier idole. Le suivant, c'était Roger Federer. Pour le tennis, comme j'ai fait un peu de tennis, c'est lui qui m'a inspiré, donc j'ai voulu toujours jouer mon revers à une main. Mon revers mythique, bon, avec beaucoup moins de réussite, hein, on s'en doute, mais c'est vraiment un joueur voilà, au tennis qui m'a beaucoup inspiré. Je voulais vraiment lui ressembler. Il a beaucoup de classe sur le court, un joueur fair play et un sacré palmarès et une belle longévité dans le sport. Donc c'est vrai que ça m'a toujours inspiré. Il inspirait vraiment voilà, un style de jeu très 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 posé, calme et pourtant très très tranchant quand il fallait. Donc voilà, c'était logique pour moi que ce soit lui en numéro 2. Et puis étant fan de football américain, je pouvais que respecter Tom Brady. Alors j'étais vraiment pas fan de lui quand il était aux Patriots. C'était pas le joueur que je suivais puisque j'étais fan de Tampa Bay. Mais quand je l'ai vu arriver à Tampa, bah, c'était vraiment plaisant. Et puis en fait, je l'ai découvert davantage et voir ce qu'il a été capable de faire, d'arriver à Tampa, de changer la dynamique qu'il y avait, puisqu'en fait, c'était pas une équipe très, très gagnante depuis que je les supportais. Voilà, d'arriver à changer ce momentum, d'imposer une éthique de travail et de faire ça alors qu'on changeait d'équipe, j'ai trouvé ça assez, assez fort. Et je pense que j'apprécie aussi le fait que c'est un joueur qui continue de performer malgré son nombre important d'années d'expérience, pour pas dire âge. Et forcément, c'est un joueur qui inspire aussi dans son éthique de travail, dans l'attention qu'il met à son corps, dans la récupération, etc. Et donc ça aussi, c'est inspirant pour moi, en espérant que voilà, ça me porte chance dans les années à venir. T'auras que 37 ans en 2028, donc si elle flag à Brisbane, ça se joue. Ça se joue, 41.
Ça se tente. Ouais, ouais, ça se tente. Bon, il y a étape par étape à nouveau. Je vois pas aussi loin pour l'instant, mais ouais. En tout cas, je vois pas l'âge comme un frein. Je regarde même pas mon âge. En vrai, ce que je regarde, c'est juste ce qui est calculable, c'est-à-dire les performances sur le terrain. C'est ça qui m'importe le plus. Tu m'as donné d'autres noms parce que ça a été un casse-tête, hein. Tu m'as dit notamment pour le troisième, donc ça a été Brady. Tu m'as donné Serena Williams, Simone Biles, Teddy Riner, Laure Manodou. Donc c'est assez solide, hein, on peut le dire, en effet. Là aussi, c'est une question qui peut paraître très bête, mais c'est un truc qui, moi personnellement m'intéresse. C'est qu'est-ce qui fait que tel ou tel sportif devient une idole, ou si c'est pas le terme idole, peut-être qu'on va le suivre et qu'on va s'en inspirer, etc. Qu'est-ce qui fait ça? Alors évidemment, la jeunesse, quand tu regardes Zidane, que tu as 7 ans, bon bah évidemment, tu as envie de lui ressembler, tu as envie de faire la même chose que lui, mais il n'y a pas que ça, parce que tu vois, Tom Brady, par exemple, c'est venu beaucoup plus tard. Qu'est-ce qui va t'accrocher chez quelqu'un? Est-ce qu'il y a que le côté sportif? Est-ce qu'il y a le côté travail? Tu en as parlé un petit peu. Est-ce qu'il y a le côté même de la personne en elle-même? Il y a un petit peu de tout ça? Mm. Je pense que c'est effectivement une combinaison de plusieurs facteurs. Moi, la chose que je regarde dans un premier temps, c'est l'attitude sur le terrain ou sur une compétition. Donc, ce que dégage l'athlète, moi, c'est une des premières choses. Donc, je m'apparentais pas mal. Enfin, j'aimais bien Federer justement pour ce qu'il dégageait sur le terrain, la manière dont il combattait sur le terrain, il se donnait sur tous les points, ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment un aspect important. Quand tu vois Teddy Riner, bah, t'es captivé par tout ce qu'il fait, l'énergie qu'il dégage. Et donc ça, c'est vraiment un point important. Au-delà du fait que il va gagner telle ou telle compétition, ça c'est génial. Mais c'est vrai que dans un premier temps, c'est est-ce que tu prends du plaisir à le regarder? Est-ce que tu arrives à te transposer avec lui et à vivre en fait à vivre son expérience et voilà à stresser quand ça devient stressant à courir à sa place quand il a besoin de courir, ce genre de choses, ça c'est vraiment la première chose que je regarde. Ensuite c'est bah, forcément c'est les massages qui font passer. Euh, je pense que on a parlé, bah, enfin, dans les noms que je t'ai cités, bah, il y a forcément Williams qui a marqué l'univers du tennis. Elle a pas simplement performé, elle a aussi transporté des messages. Donc c'est un peu tout ça qui vient aussi avec, c'est ce que l'athlète dégage, ce qu'il transmet. Ça c'est important et c'est parce que ça te permet de te rapprocher de ces personnes-là, de t'identifier et d'adhérer à ce qu'il représente. Et puis bien évidemment, bah, vient après euh, bah, le côté représentation, palmarès, etc. Mais ça, pour moi, c'est même presque, c'est presque, c'est pas le premier plan, quoi. C'est vraiment, c'est bien qu'ils aient gagné des choses, mais c'est pas ça qui m'a fait les aimer, quoi. Mhm. Je suis pas là pour admirer leur diplôme ou leur trophée. C'est pas ça qui m'apporte de la joie. Moi, ce qui m'apporte de la joie, c'est de les voir performer, sentir les émotions quand ils jouent et tous les messages qu'ils vont transmettre après. On a un deuxième Zidane, hein, dans le chat, puisque Gorzalis nous a donné son top 3. Antoine Dupont en un, Martin Fourcade en 2, Zidane en 3. C'est plutôt pas mal aussi. Il y a du bon Ouais, on est palmarès. pas mal. Très Euh, français, mais on est pas mal. c'est très français en effet, mais c'est plutôt solide. Est-ce que au niveau du classement, on reste dans l'ordre que tu as dit, à savoir Zidane en un, Federer en 2, Brady en 3, ou est-ce que si tu devais faire un classement des trois, qui tu mettrais en premier? Ouais, je pense que je mettrais Zidane, Federer et Brady. Ok. Ouais. Bon, j'ai pas bien mis dans l'ordre, du coup. J'ai fait 2, 1, 3. Mais il est au milieu, voilà. C'est comme sur un podium de F1. Voilà, le premier est au milieu. Le mec se rattrape comme il peut. C'est là-dessus qu'on va se quitter. Ça a duré une bonne heure et demie, hein. On était beaucoup plus long que je ne le pensais. Mais ça a été un vrai Parle plaisir. beaucoup. Vincent, merci beaucoup. Merci d'avoir essuyé les plâtres. Merci d'avoir enlevé quelques malfaçons de cette émission. Bravo pour ton quiz.
Et puis bah voilà, merci. Et puis surtout bravo pour ta carrière, qui n'est pas finie, bien évidemment. On est loin de là, hein. 4 ans, tu es encore très jeune, Vincent. Tu as tout le temps devant toi. Exactement. Évidemment, encore félicitations bien sûr pour cette médaille de bronze. On espère très vite revoir l'équipe de France au sommet, que ce soit à Tampa en janvier prochain, évidemment, à la Coupe du Monde. Euh, tu repars avec les Bleus directement là d'ici la mi-janvier, ou est-ce que là il va y avoir un petit passage avec les Juggernauts un petit peu aussi, ou ce sera de là en Euh, loin? non, encore un petit passage au Juggernaut. Là, la saison a démarré. On démarre la coupe de France, la première journée ce week-end, samedi. Donc voilà, on va essayer de profiter, de donner un petit peu voilà, de temps, de rejouer avec les coéquipiers, etc. Avant de repartir. Très bien. Tout en Bon, restant raisonnable, bien sûr, pour avoir une prépa optimale. c'est important évidemment, garder la prépa et tout. Merci encore à toi Vincent, merci à ceux qui étaient là, merci à Ozoradek qui nous dit super interview. Et en même temps, hein, c'est l'interviewé qui fait toute la différence, hein. Moi, j'y suis pour rien. Merci de nous avoir suivis. Merci à ceux qui vont nous suivre et nous écouter sur YouTube en replay ou sur les plateformes de streaming. Voilà, parce que c'est un format voilà, un petit peu plus tranquille. On était au coin du feu, tranquillement, avec Vincent Lemoine, et on Exactement. espère revenir très très vite avec quelqu'un d'autre. Vincent, je te souhaite une bonne soirée. Et Merci. puis à très vite, on l'espère, en compétition sur les Outsiders TV. Voilà, Yes. Bah écoute, modestement. merci beaucoup. Merci beaucoup et merci pour l'opportunité. J'espère que j'espère qu'on a bien lancé la saison et puis surtout si vous nous regardez, n'hésitez pas à venir essayer le flag, on vous attend. Euh, Merci beaucoup et à Merci à très vite sur toi. les terrains. Eh ben, à très vite sur les terrains. Voilà, on fera une petite initiation. Ça peut être plutôt pas mal ça. Merci à vous, merci à toi. Et puis très très bonne soirée à vous. Ciao ciao, à très vite.